Une actualité politiquement chargée, vous l'avez vu ces derniers jours. Il y a ce qu'on appelle l'affaire Galland. La ministre et maire est sous le feu de nombreuses critiques. Il n'y a pas que ça comme actualité. C'est Didier Reynders, vice-premier ministre, qui est l'invité de Jeudi en prime. Joanne Montet, vous faites un portrait, si je puis dire, à votre sauce. Didier Reynders, vous qui êtes de Liège à l'origine, alors vous connaissez les boulets à la liégeoise. Hein, ça vous connaissez. Et aujourd'hui, même si vous n'êtes plus comme un chef OMR, aimez-vous les boulettes sauce Galland. Mais la pauvre, hein, direz-vous peut-être, elle en prend plein la figure alors qu'il y a d'autres MR dans ce casting. Je vous propose, Didier Reynders, un petit jeu télévisé virtuel dont l'opposition raffole. Vous allez regarder le maillon faible. Il y a eu illégalité dans les procédures, on le sait. Il y a eu mensonge devant le Parlement, devant cette commission. Et il y a eu couverture du Premier ministre. Alors vous allez me dire, il y a votre ami Daniel Baclen, ministre fédéral des Pensions, dont on ne parle pas en mal, jamais pour l'instant. Mais quelle est donc cette manie pour les ministres fédéraux d'utiliser des consultants, des cabinets d'avocats, alors qu'ils ont quand même une administration? Allez-vous nous expliquer? Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie. Et voici Clifford, mon ami le gros chien rouge. Le cabinet Clifford Chance a donc été désigné en suivant l'approche proposée par mon administration. Clifford a choisi Émilie, alors elle l'a adopté. C'est à l'administration et non au ministre ou à son cabinet de passer les commandes et autres marchés publics. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi et il a fallu déménager. Le patron Charles Michel soutient Jacqueline Galland. Et vous, eh bien, on a retrouvé les petits souvenirs d'une époque, une émission pas Jeudi en prime, mais répondez à la question. C'était il y a quelques années. Elle n'a pas toujours été tendre avec vous quand vous étiez président du MR. Souvenir. Au gré du chemin de croix, des âmes ont accepté de se livrer dans le secret de l'émission. On attend en tout cas que le Messie actuel reconnaisse ses péchés, et s'il ne reconnaît pas ses péchés, qu'un nouveau Messie capable de faire avancer notre mouvement se présente. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Alors après les affaires étranges, les affaires étrangères, il y a un belgo-marocain emprisonné au Maroc, après torture, qui attend de l'aide belge. Vous nous direz pourquoi la Belgique ne s'en occupe pas? Il y a clairement un signal qui est envoyé au pouvoir marocain, on ne veut pas s'occuper de ce dossier. Et je pense que ça a été quelque part un permis de torturer, un permis de mauvais traitement, le fait de témoigner de ce désintérêt pour notre binational. Et puis il y a Daesh, l'État islamique, peur sur le Sinaï. Les compagnies aériennes n'osent plus trop partir à Sharm el-Sheikh puisque l'avion russe aurait peut-être bien été victime d'une explosion. Voilà la piste d'une bombe à bord. C'est aussi l'actu du moment, on va en parler. Mais d'abord un autre survol, celui de Bruxelles. Ces temps-ci, on revient, désolé, toujours à Jacqueline Galland. Didier Reynders, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, pour vous, Jacqueline Galland peut rester ministre du gouvernement? Je crois que le Premier ministre s'est exprimé au nom du gouvernement, donc c'était très clair la semaine dernière au Parlement. Maintenant, il appartient au Parlement, ce sera le cas à la Chambre la semaine prochaine, en toute transparence, de disposer de l'ensemble des éléments, des documents et de faire son jugement. Mais le Premier ministre s'est exprimé pour très vous, clairement. Votre jugement à l'heure actuelle? Mais mon jugement, c'est que je crois surtout qu'il faut maintenant que tous les documents soient à disposition de la Chambre des représentants, comme l'a demandé le président de la Chambre. Je pense que Jacqueline Galland a annoncé qu'elle transmettrait toutes ces pièces, et aux parlementaires de se faire leur idée. J'ai toujours eu la même ligne de conduite, et j'ai déjà eu l'occasion d'être confronté à ce genre de choses, y compris à travers des commissions d'enquête. Je crois qu'il appartient à un ministre ou à une ministre d'aller au Parlement et d'expliquer en toute transparence, mais la position du gouvernement, elle a été donnée par le Premier ministre la semaine dernière. Et cette position, elle ne vous a pas paru un petit peu faible de parler d'imprudence, de juger de la bonne foi de quelqu'un, alors qu'on a vu qu'elle a menti devant le Parlement, qu'elle n'a pas fait d'appel d'offres? Ce sont des faits. C'est une conclusion que vous tirez. Ce n'est pas une conclusion. Elle a dit une chose, elle a dit que c'était son administration qui avait décidé du choix, et on a des documents qui prouvent le contraire. On verra justement, on a beaucoup de documents, je crois qu'on verra ce que la Chambre en dit. Moi, j'en reste pour l'instant au nom du gouvernement à ce que le Premier ministre, qui la connaît bien, qui a eu des contacts avec elle pour Il la connaît mieux que vous?
Probablement, mais indépendamment de cela, de toute façon, il a eu des contacts avec elle. Je crois que c'est le rôle du Premier ministre pour voir jusqu'où il pouvait aller, ce qu'il a fait la semaine dernière. Maintenant, il appartient, je le répète, au Parlement d'analyser le dossier en toute transparence. Je vois des documents sortir tous les jours dans la presse. Ce n'est pas sur base des extraits de presse que la Chambre va se prononcer. Elle va se prononcer sur un dossier. Et ce que je souhaite, c'est que le dossier soit complet, que toutes les pièces soient là. Didier Reynders, on connaît l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Est-ce que son erreur fondamentale, c'est quand même pas de ne pas avoir fait un appel d'offres ? Vous savez, il y a beaucoup de règles en matière de consultants. J'entendais tantôt, on parlait de consultants. Vous savez, on me dit cette semaine, vous consultez aussi. Oui, par exemple, on consulte des architectes quand on construit une nouvelle ambassade. Mais des bureaux d'avocats, c'est fréquent aussi, ça Oui, vous arrive de payer 400 000 euros pour simplement vous dire avoir que un avis, semaine, un projet? J'ai vu un certain nombre de chiffres, y compris à la RTBF, qui concernent, par exemple, dans mon département, le fait qu'on désigne un architecte pour construire une ambassade. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Mais donc, des avocats, la même chose. Non, mais des avocats, je vais en reparler peut-être dans d'autres dossiers, mais on est attaqué en justice. Dans ces cas-là, on décide évidemment d'avoir un avocat pour se défendre. Et dans le dossier du survol de Bruxelles, il y a des plaintes un peu partout. Maintenant, sur un dossier précis de consultance, ce qu'il faut, c'est que tous les éléments du dossier viennent au Parlement. J'ai cru comprendre que le Parlement voulait aussi entendre le patron de l'administration. Et la confronter, ce serait bien? S'il le souhaite, c'est le Parlement qui décidera. Mais sur la notion précise d'appel d'offres, est-ce qu'elle n'aurait pas dû le faire? Mais je crois que c'est la règle d'avoir un appel d'offres. Ce qu'il faut vérifier ici sur base des éléments du dossier, c'est s'il fallait ou non le faire et qui a pris la décision. Mais vous savez, j'ai eu suffisamment dans le passé l'occasion de devoir aller m'expliquer au Parlement, et je le disais même parfois, c'est pas toujours très agréable, devant une commission d'enquête. On y va et on donne en toute transparence tous les documents. Et si les choses sont démontrées, on en sort sans aucun problème. Est-ce que ça ne fragilise pas tout de même l'image du MR dans tous les dossiers difficiles fragilisent toujours. Il y a Marie-Christine Marguem aussi, la ministre de l'Énergie, qui a des difficultés avec Doul, avec les prolongations de centrales nucléaires. Quand même des choses très différentes. Vous avez perdu Hervé Jamard. Savoir dans quelle mesure, dans un dossier de fond, on va trouver un accord, ça c'est autre chose. Savoir si à un moment donné, on va trouver par exemple un accord sur le climat avant les réunions de Paris, de la COP21, il faut mettre les régions et le fédéral d'accord. Ne comparez quand même pas des choses qui ne sont pas comparables. On vit tous des dossiers difficiles. Moi, j'ai l'habitude d'être confronté à des dossiers difficiles, on essaye de les faire aboutir. Ici, c'est autre chose. C'est des questions que se pose le Parlement, et je le répète, c'est à la Chambre des représentants, en toute transparence, avec tous les documents, de se faire son idée. Jusque-là, alors, Jacqueline Galland a votre soutien? On peut dire ça? Vous pourriez dire ça? La position a été très claire, et ne me faites pas... Mais la vôtre, vous êtes notre invité ce soir. Je suis membre du gouvernement. Le Premier ministre vous restez collégial. Au nom du gouvernement. Pourquoi voulez-vous que j'ai un autre avis? Allez, une toute dernière question là-dessus pour être clair. Si vous aviez été Premier ministre, vous l'aurez choisi comme... si j'avais été pape, j'aurais peut-être désigné le prochain successeur de Monseigneur Léonard, mais je ne le suis pas, donc je n'ai pas, vous n'avez pas vraiment réfléchi à la question. Non. Alors, des compagnies aériennes, aujourd'hui, des tours opérateurs qui suspendent leur vol à destination de Sharm el-Sheikh. Alors, qu'est-ce que les affaires étrangères conseillent aux Belges aujourd'hui, ou déconseillent? Est-ce que vous allez changer les notifications qui sont sur votre site? On n'a pas encore d'éléments tout à fait déterminants sur ce qui s'est produit dans ce dramatique crash de l'avion russe dans le Sinaï. J'ai vu aujourd'hui pratiquement tous mes collègues européens étaient à Luxembourg, les ministres russes étaient là aussi, l'enquête est en cours. Mais en ayant regardé tous les éléments, j'ai demandé maintenant à mon administration de regarder à nouveau la situation et nous allons changer l'avis de voyage. Nous déconseillons, je peux l'annoncer ce soir, nous déconseillons aux Belges de se rendre à Sharm el-Sheikh. Et je trouve que les opérateurs font d'ailleurs de belles choses. Quand j'entends que l'on va envoyer plusieurs avions pour aller rechercher les Belges qui sont sur place, mais les faire revenir avec des bagages à main et faire revenir les bagages de soute séparément, c'est important. Alors, quand je dis que l'on va déconseiller, c'est temporairement, en attendant d'avoir des précisions sur ce qui s'est passé, mais en attendant aussi, et je vais être très clair sur ce point-là, d'avoir des garanties sur le système de contrôle à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Et c'est uniquement Sharm el-Sheikh? C'est Sharm el-Sheikh qui est visé, étant entendu que si vous lisez l'avis de voyage, depuis 2011, nous suivons de très près la situation en Égypte, il y a déjà une demande de vigilance très forte. Et j'ai vu aujourd'hui, mes collègues britanniques, français, vont dans le même sens, sous des formes diverses. Le Quai d'Orsay vient d'annoncer aussi à Paris de déconseiller les voyages vers Sharm el-Sheikh. Je crois que quand on a un soupçon de cette nature sur le fonctionnement de l'aéroport, on doit être très clair. Mais est-ce qu'il n'est pas paradoxal qu'une compagnie dise oui, on y va, et l'autre dit on n'y va pas? Je crois que les compagnies attendaient aussi que l'on prenne attitude. C'est fait ce soir parce que j'ai demandé à vérifier l'ensemble de la situation. En parlant aussi avec des collègues, je vois que plusieurs pays voisins prennent ce soir la même orientation. On ne doit pas hésiter. Je sais que c'est très douloureux pour des pays concernés, notamment en matière de tourisme. C'est catastrophique. Oui, mais on m'a dit la même chose en Tunisie. Mais quand vous avez 2 attentats qui touchent directement des lieux touristiques
comme au Bardo, le musée du Bardo à Tunis, et puis les plages de Sousse, moi je dois d'abord donner un conseil, on n'interdit à personne d'y aller, mais un conseil tenant compte de la sécurité des citoyens. Et ici, de tous les éléments dont on dispose pour le moment, je dois dire que temporairement, il ne faut pas aller à Sharm el-Sheikh. On n'a pas toutes les garanties sur le fonctionnement de l'aéroport, indépendamment même du crash. Parce que vous doutez vraiment de la sécurité de cet aéroport-là, il y a des éléments qui vous font penser... Il y a des éléments qui nous font penser qu'effectivement, il y a eu des problèmes à l'aéroport. Et si vous entendez d'ailleurs les tours opérateurs, l'un d'entre eux, dans les Belges, déclare qu'il n'a pas reçu les garanties suffisantes aujourd'hui pour pouvoir réellement faire revenir des passagers à bord d'un avion dans lequel se trouveraient aussi des bagages en soute. Et donc on va le faire séparément. Et je crois que c'est de cette façon-là que l'on doit travailler. Et maintenant, je rappelle toujours, nos avis de voyage, ce sont des conseils. On n'interdit à personne, évidemment, de se rendre quelque part. On essaye de le faire pour la Libye, pour la Syrie. Je suppose qu'on s'en rend compte que là, il faut vraiment ne pas y aller. Ici, le conseil est très clair. N'allez pas à Sharm el-Sheikh, au moins temporairement, le temps que l'on voit quelles sont les raisons du crash qui a eu lieu et quelles sont les garanties de sécurité que l'on a dans l'aéroport. Didier Renner, c'est pas courant, une bonne nouvelle aussi dans une émission d'information. Des enfants congolais ont pu arriver en Belgique pour l'adoption. C'était le Congo qui bloquait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est réglé ? Alors, tout est presque réglé. C'est la deuxième vague d'adoption que nous réglons. J'ai dû travailler longtemps et mes services l'ont très bien fait, les ambassades, les consulats sur place, parce qu'il a fallu convaincre les dirigeants congolais de laisser venir des enfants malgré un moratoire sur l'ensemble des adoptions internationales. On a obtenu une première vague. Je dois d'ailleurs dire que j'avais demandé que l'on conseille aux communautés, aux associations de ne plus se lancer dans de nouvelles adoptions. Ça n'a manifestement pas été suivi des faits. Qui n'a pas suivi ça ? Je regrette qu'on ait continué. Les parents que j'ai rencontrés me l'ont dit aussi. Ils regrettent qu'il n'ait pas été plus mis en garde. Nous l'avions fait venant des affaires étrangères. Qui devait le faire alors ? Je pense que les organisations qui s'occupent de ces adoptions devraient accepter que lorsqu'il y a un moratoire, on le respecte. C'est de la légèreté, vous voulez dire ? Je crois qu'on n'aurait pas dû, en tout cas, poursuivre des opérations comme celle-là, mais ça ne nous a pas empêchés, que ce soit avec le président Kabila, avec le Premier ministre, avec les différents dirigeants congolais, de revenir de nouveau à la charge. Et on a obtenu que tous les dossiers belges soient réglés. Il y a une septantaine de dossiers qui sont réglés dans le total, mais 11 dossiers belges. Il n'y aura plus de dossiers en cours. Nous attendons maintenant l'autorisation administrative. J'ai pris la responsabilité de dire que nous allons prendre en charge la venue des enfants, donc le paiement en clair des billets d'avion, et la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, doit encore régler les problèmes avec l'orphelinat. Donc j'espère que dans les prochaines heures, on pourra confirmer aux parents que les enfants sont rassemblés. Ça va se faire, ça, du côté de la communauté française ? Je l'espère. C'est en tout cas, nous avons libéré les moyens nécessaires. Je suppose que ce sont des problèmes de règlement financier. Il n'y en a plus du côté de la communauté flamande. J'espère qu'il n'y en aura plus dans les prochaines heures du côté francophone. Et je dois dire deux choses à l'égard des parents. La première, moi je les remercie. Je sais qu'ils étaient à bout, mais ils ont toujours accepté l'idée de travailler dans la discrétion. Je suis désolé de le dire à des journalistes, mais toute campagne publique aurait eu un effet contraire probablement au Congo. Et le deuxième élément, je crois qu'ils ont aussi constaté que nous avions essayé aux affaires étrangères, je salue d'ailleurs les conseillers qui ont fait ça dans l'administration, c'est dans l'administration que ça s'est passé, ils ont été totalement honnêtes avec les parents. Quand ça allait mal, ils le leur ont dit, et quand ça allait peut-être un peu mieux, ils le leur ont dit aussi. Et j'espère que dans les prochaines heures, on pourra donner le calendrier de retour. Alors, il y a encore un dossier qui vous concerne. Il s'agit du belgo-marocain Ali Arras. On a vu des associations comme Amnesty se mobiliser pour lui, qui est détenu au Maroc. Est-ce que vous reproche de ne pas prendre son cas en considération? Alors, pourquoi? Oui, j'ai entendu même des abominations, un permis de torturer. Enfin, je crois vous avez genoux écolo, je crois que quand on ne connaît pas le dossier, il ne faut pas s'exprimer. Trois choses sur ce dossier, très simplement. Il est belgo-marocain. Quel est le problème? Il est maintenant en prison au Maroc. Moi, j'ai découvert le dossier après qu'il ait été extradé d'Espagne, condamné au Maroc et incarcéré. Je suis allé aux affaires étrangères fin 2011, il était incarcéré au Maroc. Ça veut dire qu'il est évidemment considéré par les Marocains comme marocain. Donc il n'y a pas, comme je l'entends dire pour vous, aussi... il est aussi belge. Oui, mais il n'y a pas, comme je l'entends dire, deux catégories de Belges. Si nous avions un belgo-américain arrêté aux USA, les Américains considéreraient qu'il est américain. Et on ferait rien. Non, attendez, ça c'est la première chose. Et donc la situation, s'il était dans un pays tiers, la situation serait très différente. Mais il est considéré par les Marocains comme marocain. Le deuxième élément, bien sûr que nous agissons. En 2013, j'ai déjà demandé à plusieurs reprises des visites consulaires. Nous avons obtenu que le Conseil national des droits de l'homme marocain aille le voir. Et ils ont pu le voir? Oui, et ça a mis fin, d'ailleurs, il a accepté à cette époque-là déjà de mettre fin à une première grève de la faim. En 2014, nous avons recommencé. Au moins 4 demandes de visites consulaires. Et j'avais écrit à mon collègue marocain, je lui ai encore réécrit cette année, je l'ai contacté. Il y a maintenant, fin du mois d'octobre, le contact a encore été pris par téléphone. On a fait la même demande, que le Conseil national des droits de l'homme le rencontre, ce qui a été fait, 3 personnes, dont un médecin.
Nous avons d'ailleurs demandé aussi que sa sœur puisse lui rendre visite. C'est l'ambassadeur qui a fait ça sur place, auprès des Marocains. Et donc tout cela se passe pour des raisons humanitaires, et je tiens à le dire aussi, consulaires, puisque la justice nous demande de jouer un rôle consulaire. Et on en reste là, alors ? Non, on continue à demander qu'il soit traité correctement. Il a d'ailleurs, à la suite de cette visite du Conseil national des droits de l'homme, mis fin à nouveau à une grève de la faim. Mais la troisième chose que je veux dire, c'est un dossier, dans le climat actuel, c'est un dossier lié au terrorisme. Comment ça ? Ce sont des condamnations pour des faits liés au terrorisme. C'était des signalements Schengen par la France et par l'Espagne. Vous voulez dire que c'est un terrorisme ? Je veux simplement dire que dans ma responsabilité, moi j'ai interrogé les services de renseignement belges qui me disent que depuis le début des années 2000, donc pas maintenant, il est suivi pour ce genre de faits. S'il y a un doute à ce sujet, il y a des procédures au Maroc, il y a des procédures aux Nations Unies. Mais dans le climat que nous vivons, je viens de réunir à Bruxelles la coalition de lutte en Irak et en Syrie contre le terrorisme, contre le djihadisme, il faut être prudent et donc demander des conditions de traitement correctes. La lutte contre la torture, la Belgique est en première ligne. Demander qu'on mette fin à une grève de la faim pour qu'on puisse réintégrer la prison dans de bonnes conditions, oui. Dire il faut le libérer, je n'irai pas jusque-là. Didier Reynders, merci. Joanne, merci. Et puis dès demain, vous avez rendez-vous avec Julie Morel. À bientôt.